Bonjour Kathleen, ça va bien aujourd'hui? Oui, ça va bien. Merci, toi. Ah, merci, ça va super bien. On a la chance ensemble de faire un enregistrement aujourd'hui, de présenter la première Habilo en bref. On a la chance de parler avec différentes personnes aujourd'hui, toi, Kathleen Couillard, sur différents sujets reliés à la littératie aux médias numériques selon leur domaine d'expertise. Bon, Mhm. je pourrais en dire encore, mais je préférais bien plus entendre ce que tu aurais à nous dire par rapport à toi et ton expérience en tant que journaliste. Oui, ben moi, je suis journaliste scientifique pour l'agence Science Presse et plus particulièrement, je travaille sur la chronique du détecteur de rumeurs. Donc, on prend toutes sortes de rumeurs, beaucoup justement qui circulent sur Internet souvent et on essaie de départager là, le vrai du faux dans ces rumeurs-là. Donc, c'est un travail qui est super important pour nous parce que dans le contexte actuel, je pense que c'est important de donner de la vraie information quand il y en a souvent beaucoup de la fausse qui circule. Et c'est tellement vrai, on le sait ici aussi, on parle des façons qu'on peut vérifier la désinformation, le détecteur de rumeurs, on l'a déjà proposé comme outil aux gens qui veulent aller voir, discerner le vrai du faux. Mais en parlant de rumeurs, c'est justement un de tes articles dans le détecteur de rumeurs qui fait en sorte qu'on est là aujourd'hui par rapport au détox de dopamine. C'était quoi l'inspiration? C'était une rumeur qu'on avait trouvée. Est-ce qu'il y avait de quoi qui circulait, qui était très populaire dans le temps? Ben oui, c'est ça, tu sais, on essaye toujours un peu de voir là, c'est quoi les tendances, les choses qui circulent, puis on était tombé sur cette fameuse détox de dopamine. Il y a plusieurs termes, là. Des fois, on dit jeûne de dopamine ou sevrage de dopamine. Fait qu'on a voulu savoir qu'est-ce qu'il en était pour vrai. Donc, des fois, c'est des trucs qui ont l'air un peu scientifiques, là, parce qu'on sort des grands mots comme ça. Fait qu'on voulait essayer de voir qu'est-ce que justement la science nous dit sur ce genre d'approche-là. Ben justement, avant même de savoir ce que la science nous dit, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu c'était quoi cette question du jeûne de dopamine, puis comment c'est devenu populaire? Oui, donc c'est ça, c'est populaire dans certains milieux. L'idée derrière ça, c'est qu'on va essayer de restreindre le plus possible des comportements qui sont considérés comme addictifs pour éviter d'y avoir recours ensuite là, sous le coup de l'émotion. Donc, les partisans de cette approche-là croient qu'en faisant ça, ben justement, on va jouer un peu avec les niveaux de dopamine dans notre cerveau et puis que c'est comme ça que ça fonctionnerait. Ça, c'est devenu populaire là, à partir d'à peu près, on sait que ça existait un peu avant, mais c'est devenu vraiment plus viral vers 2019 parce qu'il y a un psychologue et un entrepreneur de la Californie qui s'appelle le docteur Cameron Sepa qui a fait une publication sur LinkedIn où il présentait cette approche-là. Et donc, c'est vite devenu viral. Il y a des gens vraiment qui disaient, ah, ben c'est ça mon problème dans la vie, je suis dépendant à la dopamine, puis c'est pour ça que je suis pas capable de me débarrasser de certains comportements comme être trop souvent sur mon téléphone, par exemple. C'est ce qu'on se dit, c'est ce qu'on a entendu. Est-ce que c'est vrai? C'est sûr que c'est pas une approche qui démontre une grande compréhension là, de comment ça fonctionne, tous les processus de dépendance, puis le rôle de la dopamine là-dedans. Parce que dans le fond, le docteur sait pas au début, lui, ce qu'il dit, c'est on va essayer de se priver de certains comportements comme disons, manger ses émotions, faire du magasinage, la pornographie, l'Internet, les écrans, tous des trucs comme ça. Puis ensuite, il y a des gens qui ont vraiment porté ça encore plus loin. Là, justement, ça avait fait c'était le sujet d'un article dans le New York Times, donc des gens en Californie qui, eux, vraiment coupaient tous les comportements, tous les trucs qui étaient agréables. Donc, pas d'alcool, pas de nourriture, pas de musique, pas d'exercice, ni de contact physique ou même de contact visuel. Donc, il portait ça vraiment très, très loin parce qu'il se disait, dans le fond, quand je fais une activité agréable, mon cerveau produit de la dopamine, puis ça, c'est ça qui va me procurer du plaisir. Et là, on devient dépendant à ça. Donc, mais c'est ça, c'est une mauvaise compréhension, c'est quelque chose, c'est vraiment une simplification là, abusive parce que oui, c'est vrai que la dopamine, elle joue un rôle dans les processus de dépendance, mais c'est pas aussi simple que ça, disons. Bon, ben c'est super. J'ai quasiment pas besoin de poser la prochaine question, mais je vais le faire quand même. C'est pas si simple que ça. Comment est-ce que les scientifiques nous expliquent que la dopamine fonctionne finalement dans le cerveau? Oui, ben en fait,
Toute cette approche-là, elle est basée sur des vieilles connaissances. C'est qu'avant, on pensait vraiment qu'effectivement, la dopamine, quand on prenait des drogues, par exemple, la dopamine était produite, puis que ça l'activait des zones de plaisir dans notre cerveau. Mais à partir des années 90, il y a des chercheurs qui ont commencé à faire des expériences beaucoup plus pointues pour vraiment aller voir c'est quoi le rôle exact. Et ce qu'on a découvert, c'est que la dopamine, elle ne peut pas activer des zones de plaisir dans le cerveau. C'est pas ça son rôle à elle. La dopamine, elle va faire un peu ce qu'on appelle des réflexes conditionnés ou autrement dit, elle va faire des associations. Comme par exemple, quand j'ai une notification sur mon téléphone et puis là, je me dis, ouf, j'ai le goût d'aller voir qu'est-ce que c'est que cette notification-là. Mais c'est la dopamine qui me permet de faire le lien entre la notification et peut-être le plaisir que je vais avoir de lire quelque chose d'intéressant. Ou de la même façon, quand je rentre dans une salle de cinéma, c'est ça qui fait que j'ai le goût d'aller m'acheter du popcorn. Là. Donc, la dopamine, elle joue vraiment ce rôle-là et c'est donc de se priver de toutes sortes d'activités agréables, ça n'aura pas d'impact sur les niveaux de dopamine dans mon cerveau. Là. La dopamine opère comme ça, que je le veuille ou non. C'est juste la façon qu'elle fait les liens, comme tu l'expliques, dans notre cerveau. Je le comprenais peut-être d'une façon avec la vieille recherche, je comprends aujourd'hui d'une autre façon. Est-ce qu'il y a des risques, par contre, quand on essaie de se convaincre que la dopamine fonctionne différemment? Ben oui, c'est certain parce que d'une part, il faut comprendre que la dopamine, elle joue, t'sais pas, on dit qu'elle a un rôle dans les dépendances, mais en fait, elle a un rôle super important dans notre vie en général. Comme elle est responsable de créer des associations dans notre cerveau, ben elle est très utile pour tout ce qui est la motivation. Elle va nous aider beaucoup à être motivés à faire des choses. Puis on sait qu'elle est impliquée dans plein de processus, que ce soit le contrôle moteur, la mémoire, l'excitation. Et donc, c'est important d'en avoir. Là. C'est pas quelque chose qu'on peut se dire, hey, je veux plus avoir de dopamine dans mon cerveau. Puis en fait, certaines maladies, comme par exemple la maladie de Parkinson ou des gens qui ont des dépressions, ben on va observer chez ces gens-là qui ont des niveaux anormalement bas de dopamine. Donc, on en a vraiment besoin. Et puis, c'est sûr que dans le fond, d'avoir des trucs agréables dans notre vie, c'est important, là. Donc, au niveau, on peut se retrouver avec des problèmes physiques ou psychologiques là, si on commence à vraiment se restreindre à une vie là, qui est comme qui procure aucun plaisir. Donc, surtout chez certaines personnes, là, des fois qui pourraient avoir des problèmes au niveau de la santé mentale, ça pourrait être risqué d'utiliser des approches comme celle-là. Fait qu'un ascétisme de dopamine, ça peut avoir ses propres risques. On l'entend bien. Mm-hmm. Puis, tu me fais penser, parce que nous autres, évidemment, on parle beaucoup, on a entendu parler de cet argument un à un que, bon, les jeunes qui font de l'anxiété passent du temps sur leurs appareils. C'est comme ça que je vais faire le pont aujourd'hui. Ou encore une fois, que les jeunes qui passent du temps sur leurs appareils font de l'anxiété. C'est un terme équivalent souvent qu'on utilise dans la recherche, mais comme s'il y avait raison de parler de cause. Mais le temps d'écran, c'est un terme qu'on entend aussi souvent, les gens en parlent, les jeunes sur l'écran. Maintenant, avec la dopamine, ça nous amène un peu à en parler un petit peu différemment, je pense, surtout quand on entend parler des associations. Et tu avais écrit un autre article par rapport à ce qu'on disait, ce que les experts nous disaient par rapport au temps d'écran. Très brièvement, est-ce que tu pourrais nous expliquer c'était quoi le thème de l'article? Oui, ben c'est un article qui s'intéressait aux effets des écrans sur le développement des enfants parce que, oui, on en entend vraiment beaucoup parler. Des fois, quand on parle d'anxiété, on parle plus peut-être chez les adolescents et tout ça, mais même chez les enfants plus jeunes, là, on se demande beaucoup quels sont les effets des écrans sur les jeunes enfants aussi. Et puis donc, on sait qu'il y a des parents qui se posent la question, là, comment je devrais gérer les écrans à la maison. Donc, c'est pourquoi qu'on avait décidé d'écrire un texte là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on sait vraiment de l'effet des écrans chez les enfants? Puis on s'était attardé un petit peu justement aux plus jeunes, là.
Oui, parce qu'au plus jeune, les cerveaux sont encore en développement à un niveau rapide, comme on ne peut le concevoir en tant qu'adulte. Et justement, qu'est-ce qu'on avait trouvé par rapport à l'effet sur l'exposition aux écrans chez les tout petits même? Ben, dans le fond, ce qu'il faut dire au départ, c'est que c'est pas si simple que ça de déterminer les effets des écrans sur le développement des enfants. D'une part, il y a beaucoup de choses qu'on se doute qu'il y a des effets, mais c'est difficile de le démontrer vraiment clairement. Puis, une des raisons, c'est que pendant longtemps, il y avait des lacunes dans les études qui étaient faites sur les écrans. D'une part, on n'a pas beaucoup d'études longitudinales, donc c'est-à-dire qui sont faites sur une longue période de temps. Donc ça nous limite un peu sur les effets à long terme. Mais aussi, il y a beaucoup d'études là jusqu'à tout récemment qui, par exemple, on départageait pas les types d'écran. Donc, écouter la télévision, versus être joué sur une tablette, on faisait pas la différence et on faisait pas non plus beaucoup de différence sur les types de contenus. Donc, est-ce que c'est un contenu éducatif? Est-ce que c'est un contenu plus violent? Ça, on départageait pas non plus. Et puis aussi, il y a tout le côté socio-économique là, qu'il faut tenir compte quand on fait des études comme celle-là. Donc ça limitait un peu. Mais il y a quand même des choses qu'on sait. Notamment, on sait que les écrans vont avoir un impact sur le sommeil des tout-petits, probablement de deux façons. Ben, il y a la fameuse lumière bleue qu'on entend souvent parler des écrans. Ça l'affecte la mélatonine, qui est une molécule dans le cerveau qui règle les cycles d'éveil et de sommeil. Mais aussi, ben, des fois, les contenus, ça peut être un peu excitant, un peu stimulant pour les enfants. Donc, ensuite, lorsque vient le temps d'aller au lit, ben, des fois, ça peut prendre plus de temps à s'endormir. Ça va influencer la durée et la qualité du sommeil. Ensuite, on sait qu'il y a des effets aussi sur le surpoids et l'obésité. Généralement, plus un enfant utilise des écrans, moins son alimentation est santé, puis plus il consomme de calories. Et puis finalement, ben, on sait aussi que ça peut jouer un rôle au niveau de l'attention ou de certains troubles émotionnels. Là, tantôt, on parlait d'anxiété, là, mais ça peut être aussi des symptômes dépressifs et tout ça. Donc ça, c'est les choses qui sont quand même assez bien démontrées. Mais même encore là, on ne sait pas à quel point c'est un effet direct des écrans ou un effet indirect. Puis par indirect, on veut dire que c'est sûr que si notre tout petit est il écoute beaucoup la télé, il joue beaucoup sur la tablette, puis là, il interagit moins avec les parents, moins avec ses frères et sœurs, ben c'est sûr que ça va avoir des impacts sur son développement social. Même chose si ça l'empêche d'aller jouer dehors, de bien dormir ou de faire plein d'autres activités là, qui sont importantes sur son développement. Donc ça, c'est des choses encore qu'on essaie de déterminer le plus précisément. Puis on peut comprendre, je veux dire, je suis parent de jeunes enfants et je me souviens, mon plus vieux, quand il était tout petit, impossible de le mettre au lit. J'aurais cherché n'importe quelle solution que je pouvais si ça pouvait seulement m'offrir une période de paix quand il était le temps de se coucher. Fait que si on m'offrait une solution simple comme ben, c'est à cause des écrans, c'est sûr que j'aurais mordu fort, c'est tentant. Mais finalement, ce qu'on comprend, c'est que c'est toutes des zones grises. Il y a des lacunes dans les recherches. On est encore en plein développement. Il n'y a pas grand-chose qui existe de longitudinal parce on est en plein dedans. Est-ce qu'il y a des recommandations que les experts pourraient donner aux parents par rapport aux impacts des écrans ou encore par rapport aux pratiques dont on peut tenir compte pour augmenter les bienfaits versus les impacts négatifs? Oui, ben c'est ça. Ce qui est important de se rappeler, comme on vient de le mentionner, c'est que c'est très, très nuancé et donc, il peut avoir des effets positifs là, des écrans, mais c'est à condition qu'on les utilise bien, qu'on utilise du contenu qui est de qualité puis qui est adapté à l'âge de nos enfants. Donc, par exemple, tu sais, un bon contenu pédagogique, ben ça peut aider un enfant à développer ses habiletés sociales parce qu'on peut lui apprendre un peu l'empathie, la tolérance, le respect, même au niveau du langage ou de l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, il y a des choses qu'on peut développer avec les écrans, mais c'est toujours une question de qualité des contenus, d'être raisonnable dans le temps qu'on l'utilise pour pas que ça prenne le temps de d'autres activités qui sont importantes. Mais aussi, c'est important de le faire avec l'enfant. Donc,
souvent, ce que les experts vont recommander, c'est vraiment d'éviter le temps en solitaire. Donc, on ne va pas dire à notre enfant, bon, tiens, écoute la télé, moi, je m'en vais faire autre chose. Tu sais, si on écoute une émission avec lui, on joue à un jeu sur une tablette avec lui, ben là, ça peut être une belle occasion, tu sais, d'échanger, de réfléchir, d'aider l'enfant à développer plein de choses. Donc, c'est vraiment dans la façon dont on va le faire. C'est sûr aussi qu'on va éviter d'utiliser les écrans comme pour calmer un enfant qui est agité, parce qu'on veut parce que des fois, on a tendance à faire ça, là, surtout dans les lieux publics, là. Des fois au restaurant, des choses comme ça, puis ça, c'est compréhensible, mais idéalement, il faut essayer que l'enfant puisse apprendre à réguler ses émotions par lui-même, puis qu'il n'y ait pas toujours besoin de l'écran. Et puis, c'est sûr qu'on va éviter les contenus là, qui sont violents, tout ça. Donc, vraiment avoir quelque chose qui est adapté à notre enfant. C'est super intéressant. Je suis en train de penser, pendant que tu répondais, comment que c'est intéressant de prendre ces concepts-là souvent universalisants qu'on a proposés aux gens, puis de comprendre que, encore une fois, c'est très nuancé. C'est pas pareil pour chaque enfant. Il y a probablement des différences avec les groupes d'âge, si j'ai bien compris l'article. Est-ce qu'on a vu des tendances avec les groupes d'âge? Oui, c'est super important, ça, effectivement, de se rappeler de ça. Notamment avant l'âge de 2 ans, ben, on se rend compte que les bénéfices dont j'ai parlé, on les voit pas vraiment. Parce qu'un enfant de 2 ans, ben, il est très immature au niveau de son attention, sa mémoire. Et puis, souvent, il va pas faire le lien entre ce qu'il voit à l'écran et la réalité. Il y a une étude qui a été faite là-dessus qui est intéressante, c'est qu'on prenait des enfants, on les mettait dans une pièce, puis on leur demandait d'écouter une vidéo. Et dans la vidéo, on voyait quelqu'un cacher un objet dans la pièce où ils sont. Puis là, ensuite, on leur demandait, est-ce que tu peux trouver l'objet? Mais ils n'étaient pas capables parce qu'ils ne faisaient pas le lien entre, ah, je l'ai vu à l'écran, donc il est caché quelque part ici. C'est pour ça que généralement, on recommande d'éviter les écrans avant 2 ans parce qu'il n'y a pas vraiment d'avantages, puis il y a des risques. Donc, c'est mieux de ne pas les utiliser. Puis par la suite, entre 2 et 5 ans, ben là, on peut commencer graduellement. On les utilisera pas trop longtemps. Là. Généralement, on va parler de peut-être 1 heure par jour maximum, parce qu'à cet âge-là, les enfants, comme on l'a dit, sont en plein développement. Là, ils ont besoin d'interagir avec des gens, ils ont besoin de bouger, de faire des trucs avec leurs mains pour développer leur dextérité fine et tout ça. Donc, on veut pas que les écrans viennent à prendre la place de ces activités-là. Puis par la suite, ben là, lorsqu'on est plus vieux que 5 ans, ben maintenant, la Société canadienne de pédiatrie donne plus vraiment un nombre d'heures précis, là. Donc, ils vont recommander à chaque famille de faire un plan familial qu'on réévalue souvent pour essayer de justement pas avoir trop d'écran, puis ou quand on les utiliser de la bonne façon. Et là, on va s'ajuster un petit peu plus là, selon le contexte de notre famille, dans le fond. Je trouve que c'est tellement important, encore une fois, tu parles des contextes familiaux, tu parles des tranches d'âge, ça reste dans cette idée qu'il n'y a pas vraiment de règles d'or et qu'il faut être capable de s'adapter. En vertu de ça, je pense un petit peu au lien qu'on peut faire entre les deux articles, parce qu'évidemment, si j'embarque sur mon appareil, la majorité du temps, c'est pas pour aller travailler, c'est pas pour aller faire de la recherche, bien que ce soit des activités que j'aime bien, c'est pour un divertissement. Est-ce qu'on peut penser à la façon qu'on peut faire des bons divertissements quand on pense au lien qu'on fait avec nos habitudes et la question de la dopamine? Oui, bien, je pense que justement, on rejoint la question de la dopamine parce que toute l'idée du sevrage de dopamine, c'était presque de s'en priver là, complètement pour pouvoir comme se débarrasser de cette dépendance-là, alors que non, tu sais, c'est pas de pas utiliser les écrans du tout, même comme adulte. Là, effectivement, des fois, on a besoin de divertissement un peu. Mais tu sais, si on voit que c'est quelque chose qui devient comme difficile à contrôler, disons, si ça diminue ma productivité ou des choses comme ça, puis je veux travailler là-dessus, ben les chercheurs plus en dépendance donnent des trucs comme, par exemple, de limiter l'accès au téléphone dans certains moments. Là, si je sais qu'à ce moment-là, je peux pas aller sur mon téléphone pour aller voir sur Facebook ou sur Instagram, ben je peux m'arranger pour pas y avoir accès. Ça va être plus facile comme ça. Ça peut être de désactiver les notifications, donc essayer de briser là, cette association-là que mon cerveau a fait grâce à la dopamine pour pouvoir finalement l'utiliser de façon
de la façon dont je veux le faire, là, sans être un peu contrôlée par mon appareil. Puis avec les enfants, ben, c'est la même chose, c'est de dire on les utilise pour leur bon côté, pour que les choses peuvent être positives, mais on ne veut pas non plus que ça vienne que l'enfant est toujours devant les écrans. Donc, c'est vraiment une question là, de faire un peu des compromis entre tout ça pour avoir une utilisation qui est équilibrée, disons. Ça me laisse une dernière question, c'est vraiment une curiosité que j'ai depuis qu'on a commencé d'en parler. Bon, en tant que journaliste scientifique qui a écrit pour le détecteur de rumeurs à l'agence Science Presse, est-ce que tu as des réflexes que tu as développés quand tu vois des nouvelles apparaître dans tes fils de réseaux sociaux, quand ça a l'air bon, quand ça a l'air intéressant? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, je pense que c'est toujours, surtout quand on est devant des trucs un peu sensationnalistes ou un peu très gros, là, justement, cette histoire-là de dopamine, de dire, oh mon Dieu, vous allez, c'est un remède miracle, si vous faites ça 2-3 jours de sevrage. Quand on voit des trucs comme ça, faut toujours se méfier, il faut se rappeler que pour aller chercher des clics et tout ça, c'est sûr que ça prend des nouvelles un petit peu exceptionnelles. Fait que donc, toujours être un petit peu vigilant quand on voit des choses qui sont vraiment trop belles pour être vraies ou trop, c'est trop gros, là. Et donc, et puis d'aller vérifier ailleurs après. Tu sais, souvent, si c'est quelque chose qui est vrai, si c'est quelque chose qui est crédible, ben d'autres gens vont en avoir parlé. Donc, ça, c'est toujours un bon réflexe de dire, bon, est-ce qu'il y a d'autres médias qui parlent de ça? Qu'est-ce que je peux trouver sur d'autres sites à propos de ça? Fait que ça, c'est toujours un bon réflexe qu'on peut avoir. Puis aussi, des fois, de voir qui est cette personne qui dit ça. Donc, est-ce que c'est une personne qui a une expertise dans ce domaine-là? Est-ce que est associée à un organisme qui est reconnu? Ou au contraire, est-ce que c'est quelqu'un qui a une cause à vendre ou des choses à me vendre? Donc, je pense que c'est les deux choses. Aller vérifier qu'est-ce qui se dit ailleurs, puis vérifier qui est la personne qui nous dit ces choses-là là, quand on commence à avoir un doute un petit peu. Kathleen Couillard, merci beaucoup. On en retient énormément. Encore une fois, ça a été génial d'avoir la chance d'en parler aujourd'hui. Ben, merci beaucoup pour l'invitation. Là, c'est des sujets qui sont, moi, qui me passionnent, donc c'est toujours agréable d'en parler. Merci. Merci.